juste avant, je vais vous parler de l'impact digital et de la marque. Quand vous cherchez des infos sur une marque sur Internet, que vous êtes sur le point d'acheter un produit, que vous vous intéressez à une marque, vous faites quoi? Vous allez sur Google. Et en gros, en 7 secondes, un internaute, il passe 7 secondes à se donner une perception de qu'est-ce que c'est que cette marque. Donc, en fait, la marque, et c'est un peu mon job là dans les 10 minutes qui m'ont été accordées, ce qui est ridicule pour parler de la marque. En 7 secondes, l'internaute va devoir se faire une idée de ce que c'est que cette marque. Donc, c'est un enjeu qui est assez important. Donc, l'identité digitale de la marque, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'intérêt stratégique d'avoir une marque forte et d'avoir une bonne identité digitale avant qu'on aborde les sujets UX, UI. Alors, une marque, pourquoi c'est essentiel? Si on veut le faire rapide, il y a 3 points qui sont super importants. On est dans un monde qui est saturé d'offres, les marques sont partout, mais sans une identité forte, une entreprise devient invisible ou pire, interchangeable. C'est-à-dire qu'en gros, si vous percevez pas qui est l'émetteur du produit qui vend sur un site en ligne, ou d'une marque classique, parce que ça peut être aller regarder une marque de fringues ou autre, si vous percevez pas quelque chose, c'est mort, quoi, en fait. C'est mort parce que c'est telle marque ou telle marque, c'est interchangeable, c'est la même chose, etc. Donc, il y a 3 points qui sont importants et qui valent le coup et qui aujourd'hui sont développés. C'est quelque chose qui est intégré aujourd'hui par toutes les équipes marketing. C'est d'abord, la marque, c'est un point de différenciation. Si vous n'avez pas une marque claire, le consommateur, qu'est-ce qu'il va choisir? Si c'est pas une marque claire, s'il comprend pas, s'il capte pas et tout, il va regarder le produit, le prix, point barre. Du coup, c'est la compète du prix et il y a personne qui a y gagné quelque chose. Le deuxième point, c'est la confiance. Sur Internet, mais que ce soit dans un magasin ou ailleurs, vous n'avez pas un vendeur devant vous. Donc, la marque, c'est ce qui va faire la différence, qui va permettre, entre guillemets, de donner une certaine confiance, soit dans le service ou dans le produit, parce que faut pas oublier que parfois on vend des services aussi sur Internet. Et puis quand c'est un site marchand pur, c'est un pur player, il vend un service. Il va vous procurer la marque Nike, machin, etc. Et en quoi il va être mieux que l'autre copain qui vend son produit 2 balles de moins ou 2 balles de plus. Donc la confiance, c'est un point aussi important. Puis le troisième point, alors là je le joue très synthétique, parce que j'ai que 10 minutes pour vous parler de tout ça, il y a des tas d'autres éléments, mais c'est la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises, la valeur d'une entreprise, c'est de plus en plus la marque, en tout cas pour celles qui développent des marques et qui vendent. Et je parle aussi en B2B, la marque c'est important. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des tas d'entreprises, la marque vaut plus cher que les outils de production. On s'en fout que les usines se pètent la gueule. Par contre, la marque, elle aura toujours de la valeur quand les usines se seront pétées la gueule. D'où l'intérêt aussi de développer une marque et de la travailler. Bon, pourquoi la marque est essentielle? J'en ai parlé avant, mais c'est plus là, je vous parle de la marque au sens large. C'est quoi une marque? En quelques secondes, parce que bon, déjà une marque, c'est pas qu'un logo. Je veux dire, vous êtes pour la plupart même quasi majorité dans l'IT, etc. Donc vous êtes sur des sites internet, etc. Ou des applis ou autres. Une marque, c'est pas un logo et 3 couleurs, quoi. C'est quand même quelque chose de beaucoup plus large que ça. Une marque, c'est d'abord des produits ou des services qui ont une qualité, qui tiennent des promesses. Une marque, c'est une expérience client, c'est une culture interne d'entreprise qu'on communique de plus en plus. Et puis c'est aussi une cohérence, c'est-à-dire qu'une marque, on s'attend en tout cas pour que on se dise c'est une vraie marque, que à la fois quand on se rend dans un magasin ou qu'on voit une communication en print, en digital, on s'en fout, il y a une cohérence dans l'ensemble, c'est-à-dire que c'est un ensemble qui agit ensemble, qui agit de la même manière. Donc travailler uniquement la marque par le prisme de l'identité visuelle, parce que c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire que souvent
on va travailler un sujet, mais on va se dire, OK, on a une marque, on va faire un logo, on va sortir 3 couleurs. Non, uniquement par l'identité visuelle, c'est une erreur grossière aujourd'hui. Tout comme prendre uniquement l'aspect digital en compte, puisque c'est aussi le sujet qui va être abordé après par Gaël, c'est une erreur. La marque, c'est un système qui doit être cohérent et prêt à se déployer sur l'ensemble de ses médias, de ses univers physiques ou pas. Et puis même si elle est que digitale aujourd'hui, demain elle sera peut-être physique. Le premier step, donc, c'est de construire ce qu'on appelle une plateforme de marque. Et c'est quoi une plateforme de marque? C'est un travail qui est fait en amont, souvent avant même de tomber un logo, etc. C'est un peu la boussole de la marque. Et la boussole de la marque, ça peut être quoi? Donc une plateforme de marque, alors c'est un truc qui existe depuis pas mal d'années. Je vais vous montrer un exemple. C'est un exemple, ça c'est un exemple de synthèse de plateforme de marque. Attention, hein, derrière ça, il y a quand même des semaines de boulot et il y a des éléments qui vont plus loin. Mais une marque, on peut la déterminer par son physique, c'est-à-dire les caractéristiques objectives de la marque, sa dénomination, donc son nom, son graphisme, sa signature sonore, son packaging, son emballage, son design, son kit digital pour développer des sites internet et les faire vivre, etc. Ça peut être, c'est la relation aussi, le lien que la marque veut créer avec son client, les idées qu'elle souhaite véhiculer, ses revendications, l'expérience client qu'elle va générer, le reflet aussi. C'est quoi la cible idéalement visée par la marque, qui diffère parfois de la cible véritable, c'est-à-dire qu'on fait la différence. C'est-à-dire le cœur de cible à qui on veut vendre vraiment. Par contre, la marque va essayer de taper plus large parfois. La personnalité, c'est-à-dire qu'on dit souvent une marque, c'est une personne. Donc c'est quelqu'un comme vous et moi, qui va avoir un caractère qu'on va déterminer par rapport à son histoire, à des tas d'éléments. Elle a une culture aussi. L'environnement de la marque, il est défini par un système de valeurs dont elle s'inspire et qu'elle intègre. L'exemple, si c'est une marque étrangère, elle va intégrer la culture du pays d'où elle vient, elle va le développer, et ça va faire une différenciation par rapport à d'autres marques. Quand je dis marque, c'est marque, enseigne, nom de site marchand, etc. C'est le branding. Ensuite, autre point, c'est la mentalisation. C'est quand vous achetez un produit, alors ok, parfois vous allez acheter une paire de Nike sur Internet, vous ne posez pas de questions, etc. Mais le choix du site Internet, ça peut être, je focalise sur le site Internet parce que c'est le sujet d'après, et là je suis plus dans le général. Vous allez plutôt acheter cette marque-là parce qu'elle pense comme ça, parce qu'en l'achetant, vous allez vous dire, bah ouais, attends, si je porte cette marque, ça véhicule aussi des valeurs auxquelles j'adhère, etc. Donc, c'est tous ces éléments qu'on va déterminer dans une plateforme de marque. Et le but, bien sûr, c'est qu'on soit différent de nos concurrents. Hein, puisqu'on est dans un monde, mais ça c'est depuis des années, de MeToo Product. Et le gros problème aujourd'hui qu'ont tous les gens qui vendent des produits, c'est comment je fais pour me différencier, quoi. Je vous ai mis quelques exemples de plateformes de marque, juste pour visualiser les choses. Je vais le faire rapidement. Mais je vous prends par exemple AIT, là, le truc qui est à gauche. C'est des gens, c'est du B2B. C'est des gens qui sont présents sur tous les continents, qui sont dans le food, mais en B2B. C'est des gens qui ont fait appel à nous pour créer une plateforme de marque, parce qu'ils ne savaient plus qui ils étaient. Ils sont venus nous voir en disant qui on est. Et aussi en B2B, on crée des plateformes de marque, d'entreprise. Et on a créé cette... bon là, on visualise peut-être pas hyper bien, mais cette plateforme qui était sur l'héritage, la mission, les valeurs, la vision, la culture de l'entreprise. Et ça a été plus loin qu'un simple PowerPoint qui a été diffusé auprès des cadres de l'entreprise sur les continents. Hein. Ça s'est transformé au-delà de la plaquette, de machin, etc., en des posters qui étaient affichés dans les usines, parce qu'il fallait expliquer aussi à l'interne qui on est, où on va, ce qu'on fait, etc. Et ça, c'est un boulot de marque. Mais au-delà de ça, cette démarche-là, il y a eu une démarche d'identité, etc., qui a été développée par l'agence, et ça a donné lieu à des annonces presse qui reprenaient ce style graphique
qu'on avait développées, etc. Donc c'est vraiment, en fait, la plateforme de marque, c'est une boussole. Il faut le voir comme ça. Et c'est un travail à faire en amont, avant de se poser sur le logo, comment on s'exprime, etc. Autre exemple, voilà, ça c'est pour Vivien Paille, c'est le groupe Soufflet Alimentaire à l'époque. Voilà, donc là on est plus... La plateforme de marque, souvent on entend parler de vision, mission, etc. Raison d'être, etc. Bon, c'est le truc le plus courant, mais il y a des tas de manières d'aborder la chose. Mais le but, c'est vraiment, c'est qui on est et où on va, et qu'est-ce qu'on veut dire aux gens. Et avant de lever le crayon pour commencer à faire de l'identité visuelle, comment on s'exprime, etc., parce que ça aussi c'est important. Un logo sonore, par exemple, c'est constitutif de la marque. Mais il faut savoir que tous ces éléments-là, il faut qu'on sache ce qu'on veut dire, en fait. Donc voilà, voilà et ensuite, autre étape, là je refocus un peu sur l'identité digitale. S'il y avait quelques ingrédients à poser, mais Gaël rentrera sans doute beaucoup plus dans le sujet, mais si on est un peu plus haut, c'est la cohérence visuelle, c'est-à-dire entre le logo, les couleurs, les typographies, l'impact et le fait que ce soit déclinable, le tone of voice qui soit reconnaissable, c'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'on s'exprime différemment. Je reprends l'exemple d'un site marchand, parce que c'est le plus simple. La manière dont on s'exprime, il faut qu'on s'exprime différemment du site d'à côté. Et on peut avoir un caractère différent. L'expérience utilisateur fluide mobile, là, on rentre dans les trucs de Gaël. Les valeurs, le storytelling qui est authentique, c'est-à-dire que on s'exprime, on est nous, on est une marque, on a des valeurs, etc. Donc la manière dont on parle, c'est important. Et puis la cohérence avec les autres médias. C'est encore une fois, et ça, bon, aujourd'hui, ça commence à se régler, mais on a quand même encore aujourd'hui, et on l'avait beaucoup plus avant, des marques qui s'exprimaient différemment sur le digital et par exemple en print, ce qui est une erreur énorme, puisque c'est la même personne qui va voir du print, une annonce presse ou je sais pas quoi, et puis le site internet. Donc il faut que tout ça, ça soit cohérent. Les erreurs fréquentes, si on pose les choses, bon, le logo, l'identité mal adaptée au digital, qui va être trop complexe, trop détaillé, illisible, petit format. Qu'est-ce qu'on fait du favicon quand vous faites, j'en sais rien, sur Insta ou sur Facebook, comment on positionne la marque. Tout ça, c'est assez important. Mais à l'inverse, c'est-à-dire que si on crée une identité, par exemple pour un site internet, et que demain le client doit faire une affiche, et que cette identité elle n'est pas exploitable sur du print, ce qui peut arriver, c'est quand même con. Du coup, il faut tout revoir, ou avoir un mode de communication ou des items graphiques qui soient différents, ce qui est vraiment dommage. L'incohérence visuelle, c'est-à-dire couleur, typographie, style graphique qui ne suivent pas la même logique sur les pages, sur les réseaux sociaux, c'est important. Aujourd'hui, je disais Google tout à l'heure, mais il y a aussi les réseaux sociaux. De plus en plus, quand vous cherchez des infos sur une marque, vous pouvez aller sur Insta ou autre pour avoir des infos sur la marque. Si d'abord elle n'est pas présente, c'est une erreur. Mais ensuite, si le truc il n'a rien à voir avec le site ou d'autres choses, ça pose un vrai problème. L'absence de hiérarchie visuelle, c'est trop de polices différentes, pas de contraste suffisant, une mauvaise lisibilité, des couleurs qui sont mal choisies, je rentre pas dans le détail, une identité qui est non différenciante, ça c'est l'erreur de base, et on regarde comment ils communiquent les autres, et puis on fait un espèce de MeToo qui est pas éloigné, c'est pas vraiment la meilleure manière de se différencier. Une mauvaise adaptation responsive, bon ça c'est un grand classique. Un storytelling qui est trop complexe, ou à l'inverse, qui est inexistant, c'est-à-dire que il suffit de s'amuser à aller en ligne. Il y a combien de sites où on ne sait pas qui sommes-nous, on ne sait pas qui sont les gens qui vous vendent les produits. C'est quand même intéressant de savoir qui. Enfin, vous l'avez sans doute tous déjà vécu. Vous avez chopé un produit, vous êtes arrivé par un tunnel X ou Y via Insta ou ailleurs, vous tombez sur le site, dire mais en fait le site là qui me vend ça, c'est qui? On a besoin d'être rassuré, de savoir qui. Et puis surcharge visuelle,
Ça aussi, c'est on a envie de faire plein de gliglis, des trucs qui sautent partout, etc. Mais du coup, l'internaute, il est complètement lourdé et on a quelque chose qui n'est pas clair. Je vous ai mis quelques exemples, d'ailleurs. Il me semble que c'est d'actualité chez Elodie, ça. Donc, je me forme en Hauts-de-France. Donc, nous, on s'est récupéré. Donc, ça, c'est un site où on a créé l'identité. On a créé le logo avec un nom gigantesque. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je me forme en Hauts-de-France. Mais on a essayé quand même de faire quelque chose qui puisse, entre guillemets, se décliner et avoir un caractère. Je le passe rapidement. Donc, on a quelques éléments qu'on a mis en place, mais qui vont pouvoir être utilisés. Bon, je parle pas des couleurs et des typos, je vais pas rester. Mais on a quelques éléments et ça permet, par exemple, là, ce que vous voyez là, ça, c'est des utilisations pour de la presse ou des affichettes ou des affiches, etc. Alors qu'on travaillait pour un site. Nous, quand on présente un truc, on dit, OK, l'identité qu'on crée, voilà comment ça marche sur Insta, voilà comment ça marche sur un poster, voilà comment ça marche. Voilà, pour bien travailler le truc dans une globalité. Donc voilà pour le site, pour Insta. C'est que c'est pas le produit qui va faire la différence. Bien sûr que vous allez acheter un produit. Si on reste sur le digital, on y va pour acheter un produit. Là, je parle de manière large, mais ça inclut aussi ça. Mais c'est l'identité qu'on va construire autour. Et une identité, c'est pas un logo, 3 couleurs, et puis ensuite on va faire notre kit digital où on va adapter, les boutons ils sont comme ça, etc. Il faut comment on s'exprime, comment, même au niveau du son, de tas d'éléments, et on travaille tout ça, et sur le fond, qu'est-ce qu'elle dit cette marque? Et si on ne travaille pas ça en amont, bah, on a toutes les chances de faire un truc, 2 ans après, il faut tout changer, quoi. Voilà. Alors, donc moi, c'est Gaëlle Gravina, donc je suis UI UX chez Elozy depuis peu. Donc moi, aujourd'hui, je vais m'occuper de vous présenter donc, la partie UX et UI Design. Donc, on va avoir le côté UI UX Design, mais on va parler d'autres choses importantes qui font partie du tout. Également donc de SEO et d'accessibilité. Et également, une partie un peu moins reluisante de l'UX, c'est ce qu'on appelle plus généralement le dark UX. Un nom un peu à la Dark Sasuke, hein, forcément. Donc avec Damien, vous avez pu découvrir ou redécouvrir en fait l'importance d'une forte identité numérique, de marque, pardon. Donc logo, charte graphique, également donc tout ce qu'on construit autour. Je suis bien d'accord. Donc pour tout ça, il faut beaucoup de créativité, il faut s'inspirer, il faut des références, il faut se renseigner en fait. Il faut vraiment prendre le plus d'informations possible. Avant de commencer ma présentation, j'aimerais quand même revenir sur quelque chose d'important. Pour vous, c'est quoi un designer? Donc à mon sens, un designer, c'est pas réellement un artiste. C'est en tout cas pas juste ça. C'est plutôt un ergonome ou ce qu'on appelle un problem solver, donc un solutionnaire de problèmes. Il y aura beaucoup d'anglicisme dans cette présentation, mais malheureusement, c'est le métier qui veut ça. Donc pour résumer en gros le métier de designer, il y a 2 mots qui sonnent pareil. Au moins, c'est un bon moyen mnémotechnique. Donc dessin pour les croquis, maquettes, plans, et dessin pour le but, la fonction et l'utilité. Donc on va commencer sur l'UI design. Donc, en sachant qu'avec l'UX design, il y a des choses qui vont être connexes. Hein. Forcément, il y aura un peu de redondance sur certains points, mais je passerai rapidement. Donc déjà, on va voir ce qu'est une interface utilisateur. Donc en fait, c'est le point de communication entre une personne et une machine. Ça va être, par exemple, un écran tactile. Ça va être également la CLI, donc le Command Line Interface. Alors bizarrement, oui, c'en est une.
Après, il y a également, par exemple, une interface de plateforme de streaming comme Netflix, Prime Video ou Disney+, parce qu'il faut donner 3 marques quand on en donne. Ça va être du coup le lien entre la base de données pour les films, les séries et vous. C'est pour pouvoir justement choisir ce que vous voulez. Donc on va commencer par les 5 fondamentaux de l'UI. Donc il y a les couleurs et contrastes. Donc, ça va être un peu redondant avec la présentation de Damien, mais il y a quand même il y aura un peu plus de détails sur certaines choses et d'autres où je vais passer un peu plus rapidement parce qu'on a déjà abordé le sujet. Les espaces blancs et alignements, la hiérarchie visuelle, la complexité versus la simplicité, et également donc, les styles de texte. Donc d'abord sur les couleurs et contrastes, donc il faut savoir qu'il y a les couleurs primaires, secondaires et tertiaires. Après, il y a le noir et le blanc qui ne sont pas des couleurs. Enfin, le blanc, c'est toutes les couleurs et le noir, c'est l'absence de couleurs. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas présents en fait sur le cercle chromatique. Et ensuite, on a les harmonies de couleurs, donc complémentaires. Donc ça va être les couleurs qui sont opposées. On va avoir les couleurs monochromatiques, ce qui est plutôt nommé camailleux habituellement. Donc autour d'une même couleur, on va avoir du plus clair ou du plus foncé. Et après, il y a les contrastes donc de luminosité, de saturation, de teinte. Donc en tout cas, moi en tant qu'UX, j'utilise beaucoup ce genre d'outils parce que ça m'aide beaucoup à faire le choix des couleurs. Alors j'imagine que peut-être Damien aussi utilise ce genre de choses. Alors il a peut-être plus l'habitude. Non, pas du tout. Moi, je m'en inspire en tout cas beaucoup parce qu'on va avoir des palettes de couleurs, par exemple sur palette de couleurs ou Adobe Color, on va avoir donc des palettes de couleurs qui vont être tendance entre guillemets. Donc, il y a des choses sur lesquelles on va s'inspirer, d'autres où on va essayer d'éviter de coller entièrement en fait à la modernité, si on veut une identité pardon, de marque qui je sais pas, peut être un peu old school, 80s, etc. C'est vrai qu'on va pas forcément se baser sur des couleurs actuelles. Donc ensuite, les couleurs contrastes, c'est surtout les contrastes. Je ne sais pas si ça se voit bien là. En tout cas, moi, sur mon écran, je le vois bien, mais on a l'impression que les deux gris sont différents, à gauche et à droite. Je ne sais pas si c'est le cas aussi, parce que moi, d'ici, je vois exactement pareil. Mais c'est le même gris. C'est juste qu'associé à un background d'une couleur différente, ça change toute la vision. L'œil s'habitue différemment, en fait, selon la couleur qu'il y a autour. Et du coup, ça peut, sur une marque qui utilise ces deux couleurs-là, il faut peut-être aussi adapter le gris pour qu'il semble de la même couleur à l'œil, mais en réalité, sur le papier, il ne le sera pas réellement. Donc pour résumer, il faut respecter la charte graphique quand il y en a une. Faire attention au contraste pour la lisibilité et l'accessibilité. Et il faut faire attention aussi aux couleurs et leur signification, parce que par exemple là, donc, on a le rouge, ça vous fait penser à l'erreur, le danger, mais aussi la passion. Et le jaune, bah, ça fait penser au soleil, l'été, mais c'est aussi le symbole de la trahison. Donc, quand on détermine une identité de marque, on fait attention à tout ce genre de choses. C'est pas que des couleurs, justement. Donc pour les espaces blancs et alignements, donc sur un site, les espaces blancs, ils sont tout aussi importants que le contenu lui-même. Le regard a besoin de se poser quelque part. S'il n'y a que de l'information, on décroche. En fait, il n'y a pas de, il y a aucune information qui en fait ressort dans le lot, donc c'est pas le but. Justement, on veut pouvoir aller droit au but, justement. Donc de manière générale, quand on part de zéro, en refonte, c'est un peu différent. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Mais quand on part de zéro, on va se baser sur une grid. Idéalement, on la communique aux développeurs. Comme ça, ils peuvent se baser dessus. C'est sur laquelle on va se baser pour placer les éléments. Ça permet d'avoir vraiment quelque chose de visuel, de droit, de net, en fait. Et à partir du moment où vous allez communiquer justement quelle grid vous avez fait, avec combien de colonnes, quelle gouttière,
quel gap. À partir du moment où vous donnez cette information, et ben vous allez pouvoir faire en sorte que les développeurs vous fassent un site à l'identique par rapport à votre maquette. Donc le fait de ne pas aligner les éléments les uns par rapport aux autres, ça peut donner l'impression que lui a été mal codé. C'est un petit peu dommage quand on veut justement faire la publicité de son site. Ça complexifie la lecture également. Et puis ça peut donner au produit l'impression d'être peu fiable. Avec, surtout actuellement, avec tout ce qui est dropshipping et compagnie. Donc c'est vrai qu'on peut facilement se faire avoir, même si c'est écrit Nike, je reprends le même exemple. Si c'est pas sur le site de Nike, ben effectivement, vous allez avoir un petit doute derrière si c'est pas des contrefaçons que vous allez recevoir. Donc, si en plus le site ne vous donne pas confiance, ben, vous allez encore moins commander. Donc c'est encore une fois pas le but. Donc ensuite, il y a la hiérarchie visuelle. Damien en parlait tout à l'heure. Je vais laisser un petit peu lire. Donc là, on voit tout à fait l'importance de la hiérarchisation des informations, parce qu'en soi, il n'y a pas réellement de design. Il y a juste une taille de police différente et un jeu entre le noir et le blanc, mais on voit bien que on lit en premier ça, ensuite ça, ensuite ça, et ensuite ça. Donc si tous les textes étaient de la même taille, en fait, il n'y aurait aucune information qui ressortirait. L'utilisateur, il serait obligé de tout lire pour bien comprendre, ce qui peut engendrer de la frustration et des frictions. Et vraiment, le but ultime de l'UX Designer, c'est vraiment de supprimer toutes ces frictions. En fait, justement, c'est de faire un site le plus fluide possible. Et il y a également que certaines informations, elles peuvent être manquées ou ignorées, ce qui peut, encore une fois, être dommage. Ensuite, la complexité versus la simplicité. Alors, trop d'effets, ça peut donner un aspect daté, un peu saut 2000, quoi. À l'époque, en fait, on avait tendance à combiner vraiment tout ce qui allait pas ensemble, donc des polices, bref, comics en MS, hein, je pense que tout le monde l'a utilisé un jour, associé à des polices plutôt manuscrites, avec plein de couleurs, plein d'effets, du brillant, du texturé, avec des dégradés, des ombres. À l'époque, en fait, on n'avait que ça. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui était pas habituel, donc c'est vrai qu'on l'utilisait beaucoup, mais maintenant, on a la chance d'avoir évolué sur le côté design et de savoir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas. Et donc, généralement, on va essayer d'éviter certaines choses. Donc, avec un design trop complexe, en fait, l'utilisateur, il ne sait pas où donner de la tête. Son attention, elle est attirée dans tous les sens, donc on ne va pas à l'essentiel. Trop de distractions fait qu'on perd du coup l'attention de l'utilisateur et ça peut donc ajouter de la complexité pour lui à la lecture, à la compréhension, mais surtout ça peut le faire partir du site, ce qui est encore une fois pas le but. Ensuite, sur les styles de texte, donc il y a des choses importantes à respecter. Donc déjà, choisir des typos dont le format est supporté par tous les navigateurs, ou en tout cas la majorité et les plus utilisés. Donc c'est sur ce tableau qu'on va se référer. Ensuite, on ne choisit pas plus de 2 typos, une pour les titres et une pour les textes, et même des fois une pour tout. Donc la cohérence des typographies, donc on peut utiliser en fait des outils comme Typewolf ou Font de pair pour nous aider à associer deux polices pour qu'elles aillent bien ensemble, qu'il y ait une cohérence. Ensuite, on va définir surtout une taille minimale pour les textes, pour être sûr que ça soit lisible sur tous les formats, donc en desktop, mobile ou tablette. Et surtout, bon, les styles de texte doivent rester cohérents entre eux. Donc si lui vise à créer l'interaction entre l'utilisateur et le produit, l'UX
quant à elle, vise à proposer la meilleure expérience utilisateur possible. Excusez-moi, je reviens un peu en arrière. Il faut savoir que c'est en 1988 où on entend parler pour la première fois de l'expérience utilisateur. Donc, on en entend parler dans le livre de Donald Norman, The Design of Everyday Things. Il apporte aussi des notions plus importantes comme la notion d'affordance. Un produit qui est designé, en fait, on doit comprendre tout de suite à quoi il sert. Donc l'expérience utilisateur, en fait, c'est le ressenti global qu'éprouve un utilisateur lorsqu'il interagit avec un produit, un système ou un service. Ça inclut non seulement l'aspect visuel, mais aussi la facilité d'utilisation, l'efficacité et la satisfaction globale que procure l'interaction. Donc l'objectif de l'UX, c'est surtout de créer donc, des produits qui offrent une expérience positive et satisfaisante, tout en répondant aux besoins et aux attentes des utilisateurs de manière intuitive et agréable. Alors je dis intuitive, mais il faut savoir que l'intuition est propre à chacun. Mais on va essayer de contenter le plus grand nombre. Donc pour ce faire, on va utiliser une méthode de travail qui est le design thinking, donc qui se passe en 5 étapes. Alors il y a pléthore de schémas sur Internet où ça rajoute des étapes. C'est les principales qu'on va réutiliser. En fait, on réitère sur certaines de ces étapes. Donc on commence par l'empathie, où on va être vraiment sur quelque chose d'assez complexe parce qu'on se met à la place de l'utilisateur. On va essayer de glaner le plus d'informations, aussi bien sur le contexte économique, les types de personnes qui vont, enfin notre cible en fait, tout simplement. Également, c'est une approche qu'on appelle human-centric, hein, donc centrée sur l'humain. Donc en fait, on va vraiment se renseigner le plus possible sur l'humain, tout simplement, comment il fonctionne, quelles sont ses habitudes, quels sont les biais cognitifs aussi. Je vais revenir plus tard dessus, hein, mais c'est une facette assez complexe de l'UX, je trouve. Pardon. Ensuite, il y a la définition donc, du projet. On va définir que ça soit les personas, donc c'est les profils types des utilisateurs. La journey map, donc savoir quel est le parcours que va faire le client sur le site. Je vais juste dire site, mais c'est site, application ou projets digitaux. Hein, mais site, c'est plus court. Donc, pendant toute la présentation, je dirais juste site. Et on va définir surtout les fonctionnalités donc, du site. On reste sur de la précision. Ensuite, on va sur l'idéation, on va donner le plus d'idées possible. Ça va être l'étape un peu brainstorming où on va prendre toutes les informations, toutes les idées possibles. On va faire des réunions, donc c'est plutôt normalement avec plus de monde concerné, en tout cas par le projet. Et on va ensuite recentrer ces idées pour en faire un premier jet, un prototype. Et ensuite, il y a la phase de test pour tester ce prototype. Et tout à l'heure, je parlais de réitération. En fait, on va partir de la phase de test et on va revenir sur le prototype, on va le modifier, puis on va repartir en test. Et des fois, on va se rendre compte à ce moment-là qu'il manque en fait une fonctionnalité. Donc, on va repartir en arrière et hop, on peut repartir comme ça, en fait, toujours dans le même sens. Si on repart plus loin, on repart ensuite dans le bon sens. Je suis désolée, je tourne la tête, du coup, il y a le micro, il n'y a pas le micro. Donc voilà pour ça. Je passe vite fait sur le processus en double diamant. C'est un peu ce que j'ai expliqué juste avant. C'est juste, je voudrais mettre en avant le fait qu'on a une phase donc divergente où on va avoir beaucoup d'informations. Ensuite, convergente où on va définir le projet, les fonctionnalités, les personas, qui sera donc une phase convergente où on va avoir moins d'informations. Ensuite, on va repartir sur une phase divergente où on va encore donner d'autres idées. Et ensuite, ça va être à nouveau convergent où on va proposer un prototype, puis donc, on aura solutionné le problème. Et on fait du coup des phases de test et on réitère si besoin. Donc comme en UI, il y a des fondamentaux en UX.
la recherche utilisateur, qui est à mon sens la partie la plus complexe, la plus intéressante également, parce que c'est comme ça qu'on comprend les réels besoins de l'utilisateur. Ensuite, il y a l'architecture de l'information, la conception des interfaces, donc les prototypes et maquettes, et l'ergonomie. Donc la recherche utilisateur, elle implique d'analyser les besoins, les comportements, les préférences des utilisateurs pour concevoir des produits adaptés. Ces recherches, elles vont servir à repérer les facteurs socio-économiques, entre autres, derrière les comportements de chacun, et du coup pouvoir solutionner au plus près en fait des besoins. Pardon. Donc, outre le fait de proposer une meilleure expérience utilisateur, l'UX Research a l'avantage des entreprises parce que ça permet de vérifier en fait la pertinence des idées avant sa mise en œuvre, donc un gain de temps, un gain d'argent. Donc ça, je pense que c'est un bon point pour les entreprises. Réduire la phase de production, donc notamment le développement d'applications. Corriger les bugs ou les problèmes suffisamment tôt. Comprendre le point de vue des utilisateurs et donc réduire les biais cognitifs. On en reviendra encore après plus tard. Fidéliser les clients ou usagers en les impliquant dans le processus de conception. Donc, quand on fait les tests, idéalement, on fait ça avec un panel d'utilisateurs ou de futurs utilisateurs. Et ça permet également de favoriser l'anticipation de futurs usages d'utilisateurs pour sortir éventuellement une V2, une V3. Ensuite, l'architecture de l'information. Donc, il s'agit d'un des domaines les plus invisibles, mais en tout cas presque indispensable, lié au fonctionnement d'un site internet, d'application ou autre. Ensuite, la conception d'interface. Donc, c'est tout ce qui est, moi, en tout cas, je design ça sur Figma, parce que c'est un outil actuel et qui est à jour. Il y a beaucoup d'outils qui fonctionnent très bien, mais qui ne sont pas vraiment mis à jour actuellement. Donc voilà, il vaut mieux être dans l'air du temps. Donc pour la conception des interfaces, ça concerne l'aspect visuel et interactif. Donc maquette, c'est l'aspect visuel. Le prototype, ça va être vraiment le côté interactif. On va tester vraiment la fonctionnalité très clairement. On peut cliquer sur le bouton, ça ouvre les menus. Il y a vraiment de l'interactivité sur toute la maquette. Pour créer une cohérence visuelle et fonctionnelle, on peut également mettre en place un design system. Souvent, c'est dans les grandes entreprises où on met ça en place parce qu'il y a plusieurs plateformes, il va y avoir plusieurs canaux de communication. Ça permet vraiment d'avoir une unité en fait sur l'identité de marque en fait justement. C'est une espèce d'une bibliothèque de composants qu'on peut réutiliser en fait et qui nous sert à créer, à conceptualiser. Ensuite, il y a l'ergonomie, qui est à mon sens la partie la plus sympa. Le but, c'est de faciliter la vie aux utilisateurs. Donc comme c'est écrit, l'ergonomie, elle vise à rendre l'utilisation d'un produit confortable et efficace, et ça inclut les aspects comme la disposition des éléments interactifs, la taille des boutons, la facilité de navigation. Donc pour ce faire, en fait, on se base sur les lois de l'UX. Alors, il n'y a pas de réelle loi. Hein, c'est toutes des études en psychologie cognitive qui ont donné lieu à des bonnes pratiques, on va dire. Je vous en ai ressorti 4. Il y en a autant qu'on va on va utiliser souvent que d'autres où ça sera assez ponctuel, mais c'est pour vous montrer un petit peu la variété, la diversité des laws of UX. Donc il y a d'abord l'effet Van Restorff. Donc c'est aussi connu sous le nom d'effet d'isolement. Quand plusieurs objets similaires sont présents, c'est celui qui diffère des autres qui est le plus susceptible d'être mémorisé. Ensuite, il y a la loi de Miller. Il faut savoir qu'on ne peut pas, en tout cas très rarement, retenir plus de 7 éléments dans notre tête. Et la majeure partie d'entre nous, ça va être 2. C'est hyper rare que ça soit juste que 7 d'ailleurs.
Ensuite, il y a l'effet Zeigarnik. Donc, on se souvient plus souvent des tâches inachevées que des tâches complétées. Et la loi de proximité, bon, comme son nom l'indique, tout ce qui est proche va ensemble. En tout cas, si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur le cerveau humain, comment il fonctionne, enfin, au niveau logique, niveau cognitif, en fait, bah, je vous invite vraiment à visiter ce site qui est assez intéressant pour ça. Donc, on va maintenant parler des SEO et d'accessibilité. Donc, le SEO, donc, c'est le Search Engine Optimization, définit l'ensemble donc, des techniques mises en place pour améliorer la position d'un site web sur les pages de résultats des moteurs de recherche, donc ce qu'on appelle la SERP, SERP. On l'appelle aussi le référencement naturel. Alors, il faut savoir que quand on répond à tous ces critères de SEO, généralement un site va mettre entre 1 et 2 ans à asseoir son référencement naturel en fait. C'est pas un résultat immédiat, donc il vaut mieux le faire très bien d'entrée, comme ça on est sûr que ça se développe bien par la suite et qu'on prend. Enfin, voilà, c'est une bonne direction à prendre. Donc les critères du SEO, ça va être tout d'abord l'ergonomie, donc l'apparence et la qualité du site, le poids et la vitesse de chargement des pages, le taux de rebond, donc c'est quand les utilisateurs quittent le site après consultation d'une seule page. Ensuite, il y a le taux de conversion, donc la proportion d'achats sur un site versus le nombre de visiteurs uniques ayant parcouru le site. Et ensuite, le parcours utilisateur, donc le chemin qu'une personne suit lorsqu'elle découvre le produit. Comment? Oui, quand même. Disons qu'elle va analyser, enfin, je vais revenir un petit peu dessus, mais l'UX, en fait, c'est la dernière chose qui a été prise en compte par Google, et justement, le contenu en fait partie. Mais c'est le contenu, sa hiérarchisation, le fait d'avoir de la nouveauté, d'avoir une page, ne serait-ce que d'avoir une page avec ce qu'on appelle un blog, donc avec des articles, des choses qui se mettent souvent à jour. En fait, le fait de tenir un site à jour va faire que le référencement, le Google Bot, en fait, par exemple, je vais revenir après dessus, il va parcourir plus souvent le site puisqu'il va être mis à jour, en fait. Et naturellement, le site va remonter dans les recherches tout simplement parce qu'il est à jour. Donc chaque moteur de recherche possède son propre robot d'exploration, donc le web crawler ou user agent. Ici, on a Googlebot avec Spidey. Donc c'est le principal robot d'exploration de Google. Alors je vais parler que de celui-là parce que c'est celui que je connais bien, sur lequel je me base pas mal. Mais après, c'est parce que j'utilise Chrome. Donc après, chacun utilise ce qu'il veut. En parcourant les sites, donc il simule le parcours d'un utilisateur sur ordinateur ou mobile, puis il classe ses sites en fonction de ces critères, qui évoluent d'ailleurs perpétuellement. Je dis bien ces critères parce que d'un robot à l'autre, ça peut différer. Excusez-moi, je ne vois pas mes notes d'en bas. Donc, selon les mots-clés que vous tapez, donc, lors de votre recherche, il vous liste les résultats et bien sûr les plus qualitatifs selon lui en premier. Donc une bonne ergonomie couplée à du contenu de qualité, bien structuré, attractif, à jour et accessible, donc une excellente UX. Ça a un impact très positif sur le référencement naturel du site. Autre sujet important et qui joue aussi sur le SEO, donc l'accessibilité. Lors de la conception d'une interface utilisateur, on réfléchit au comportement de l'utilisateur et à la manière dont le design l'accompagne. Ça permet de garantir une expérience agréable et intuitive, mais surtout une expérience réussie. Désolée. On va ouvrir ça. Bon.
Mais tout le monde n'a pas les mêmes capacités, qu'elles soient cognitives ou motrices. C'est là qu'intervient donc l'accessibilité en UX. L'accessibilité du web vise à garantir que le contenu numérique soit accessible, compris et utilisé par tous. Ça inclut les personnes handicapées, mais aussi les dispositifs d'assistance qu'elles peuvent utiliser, comme les lecteurs d'écran. En d'autres termes, ça consiste à offrir une expérience utilisateur égale aux personnes handicapées. Donc, le saviez-vous? Selon une étude du gouvernement américain, 71% des utilisateurs handicapés allant sur un site internet quitteront un site web qui n'est pas accessible. Il faut savoir qu'il n'y a que 1% des sites qui sont entièrement accessibles. C'est vraiment trop peu. Donc, le processus de conception accessible, il suit les étapes habituelles de la conception centrée utilisateur. Donc, la phase d'exploration, on a donc la recherche utilisateur, l'étude ethnographique, le shadowing, le fly on the wall, pour déterminer les besoins en termes d'accessibilité avec des données qualitatives mais aussi quantitatives. Ensuite, il y a la phase d'empathie, d'idéation, la création de personas présentant les handicaps des utilisateurs cibles, leurs attentes. On fait des ateliers de co-conception avec les personnes concernées pour savoir de quoi on parle, en fait, tout simplement. On a beau se mettre à la place des personnes, on ne peut pas forcément, on n'est pas devin. On ne peut pas non plus tout expérimenter, tout savoir. Il faut se renseigner. Et se faire accompagner, c'est encore mieux. Ensuite, il y a la phase de construction de l'interface, donc comme tout à l'heure, hein, les maquettes et prototypes. Et ensuite, la phase de test, donc l'évaluation et amélioration de l'interface, donc les tests d'utilisabilité et des audits d'accessibilité. Donc le design thinking peut aider à mieux comprendre les besoins spécifiques des utilisateurs porteurs de handicap. La recherche sur le terrain et les tests utilisateurs sont des étapes particulièrement importantes, notamment pour éviter les biais cognitifs. Alors pour rappel, un biais cognitif, c'est un mécanisme de la pensée qui entraîne une déviation de jugement. Donc en fait, ça met à mal la pensée rationnelle, la logique. C'est des automatismes qu'on a. Donc par exemple, il y a l'effet Dunning-Kruger, qui est le plus connu, alors pas par son nom, mais en tout cas par l'effet. Je vais faire vous lire la définition parce que... Donc c'est le phénomène par lequel les personnes les moins compétentes dans une matière donnée surestiment le plus leurs compétences, et à l'inverse, ils poussent les plus compétents dans une matière à avoir une moins bonne opinion de leur propre talent. Je pense que vous avez tous eu affaire à un moment donné à quelqu'un qui se surestimait et quelqu'un qui, au contraire, se sous-estimait. Donc, comment rendre les contenus web plus accessibles aux personnes en situation de handicap? Donc, on va se baser sur les WCAG, donc Web Content Accessibility Guidelines. C'est donc 13 règles organisées en 4 principes, puis associées à des critères de succès évaluables. Donc, les principes, ça va être perceptible, utilisable, compréhensible et robuste. Donc, les critères de succès, ils sont positionnés sur 3 niveaux, donc le A, le double A et le triple A. Ils déterminent la conformité au WCAG. Je vais passer cette partie-ci. C'est tout ce qui est justement législation sur le temps, qui concerne donc l'accessibilité sur le numérique. Et pas que, hein, c'est l'accessibilité, puis l'accessibilité sur le numérique. En fait, l'accessibilité, ça mériterait un apérope salut tout seul, parce que c'est très complexe, très complet, et très intéressant également. Mais voilà, bon, faut faire vite. Mais je voulais vraiment insister sur le fait que c'est fondamental de faire en sorte que tout le monde
prennent en compte le handicap lors du développement des sites Internet. Donc, on va maintenant aborder le dernier sujet de cette présentation, donc le Dark UX. Donc, c'est ce qu'on appelle l'utilisation de Dark Patterns. Donc, c'est quoi un Dark Pattern? C'est une interface utilisateur qui a été volontairement conçue pour tromper ou manipuler un utilisateur. Donc, en UX design et en ergonomie, les biais cognitifs, ils aident à anticiper l'expérience de l'utilisateur pour l'améliorer. On exploite ces biais cognitifs, mais dans le bon sens du terme, de façon éthique. À l'inverse de ceux qui utilisent le Dark UX, donc les concepteurs, ils vont justement utiliser ces biais cognitifs pour développer des interfaces trompeuses. Il n'y a pas d'autre mot en fait, parce que manipuler, on le fait aussi en tant que UX designer éthique. Mais en tout cas, il y a le côté trompeur qui ressort. Donc on va avoir par exemple le confirm shaming, donc la culpabilisation par la confirmation. Donc les concepteurs intègrent des messages qui sous-entendent que l'utilisateur fait un mauvais choix ou qu'il manque quelque chose d'important s'il refuse. Donc ici, on va avoir non merci, je préfère vraiment ne pas épargner d'argent. Ensuite, il y a le Roach Motel. J'étais dans l'autre sens. Le Roach Motel, donc le piège de l'hôtel à cafard. J'ai oublié un mot. C'est très simple d'entrer ou de s'inscrire, mais c'est très compliqué, fastidieux d'annuler ou de quitter. Ça, je pense que ça arrive un petit peu à tout le monde. Ensuite, la continuité forcée. Un abonnement en ligne qui nécessite une carte de crédit pour l'essai gratuit et qui commence à facturer l'utilisateur sans notification avant la fin de la période d'essai, c'est de la continuité forcée. Il y a les questions pièges également. Êtes-vous sûr de vouloir annuler votre commande? Et on peut cliquer que sur annuler ou OK. Au final, on ne sait pas à quoi on a, enfin, on sait pas sur quoi on a validé la chose. Ensuite, il y a les misdirections, donc les détournements d'attention. Donc ça consiste à rendre les informations ou les boutons plus importants moins visibles en mettant l'accent sur les options souhaitées par l'entreprise pour orienter le choix de l'utilisateur. Donc ici, comme un très célèbre... je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bref, ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça me parle beaucoup. Donc c'est une fenêtre pop-up, par exemple, qui incite à acheter une option de garantie supplémentaire avec un bouton grand coloré, tandis que l'option de refus est discrète et peu visible, comme ici. Et enfin, le friend spam, qui va d'ailleurs peut-être réveiller des PTSD chez les plus de 30 ans ici. Donc ça utilise en fait le réseau de contact d'un utilisateur pour envoyer des messages sans le consentement explicite, en exploitant ainsi la confiance dans les relations amicales. On a tous reçu du Farmville, du Happy Aquarium et compagnie. Et déjà, à main levée ici, qui a déjà eu affaire à des dark patterns? Voilà. C'est-à-dire, c'est très utilisé, mais c'est pas plébiscité par contre. En fait, ça peut donner des résultats rapides en termes de clics ou de conversion, mais ça pose un réel problème pour les entreprises, tout simplement parce qu'on... Oui, il n'y a que des 1. Pardon. Tout simplement parce qu'on a une perte de confiance des utilisateurs. On peut risquer une mauvaise réputation. On peut risquer des conséquences légales. L'impact sur le SEO et le référencement peut être terrible. Comme je vous le disais, ça peut mettre du temps à revenir. Et la fidélité client est compromise. Donc pour toutes ces raisons, il faut opter pour des pratiques de design transparentes et centrées sur l'utilisateur.
Donc pour le design éthique, ça semble logique, c'est pour contrer le dark UX, on a le fait de respecter l'utilisateur, ça devrait être un leitmotiv. La transparence, l'inclusivité, prioriser le bien-être et écouter et intégrer le feedback. Donc pour conclure, en tant qu'utilisateur, je vais y arriver. Pour vous garder un bon souvenir de votre passage sur un site ou une application, il est nécessaire pour les entreprises d'établir une stratégie de design. Et en tant qu'entreprise, il faut que cette stratégie, elle leur ressemble et elle doit répondre aux exigences de leur cible. L'UX UI, c'est pas juste un côté esthétique, c'est vraiment moi, c'est une vision. Après, c'est important de mettre au centre de la stratégie l'utilisateur parce que c'est tout simplement lui qui va en fait générer forcément des bénéfices. Donc c'est hyper important de prendre ça en compte. J'aurais quelques recommandations. Donc d'abord des petits jeux. Donc Catency, ça va être un jeu. C'est des captures d'écran. En fait, il faut trouver ce qui cloche, ce qui ne va pas dessus. Ensuite, il y a User in Your Face. Là, ça va être un jeu qui est, à mon sens, très complexe. Le but, c'est juste de faire ce que le jeu vous demande de faire, sauf qu'en fait, c'est complètement l'inverse d'intuitif. Ça va mettre complètement à mal votre logique, votre sens rationnel, justement. C'est hyper intéressant à faire, mais on a l'impression d'avancer à contresens. C'est hyper intéressant. Je vous le recommande fortement. Ensuite, il y a 2 bouquins. C'est les livres de chevet du designer UX. Hein. Donc, le design des objets du quotidien, j'en ai parlé tout à l'heure, de Donald Norman. Et il y a également donc, de Tim Brown, l'esprit design, comment le design thinking change l'entreprise et la stratégie. Donc le site Laws of UX, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur le cerveau humain. Et Awards, c'est un site sur lequel j'aime bien aller parce que c'est assez inspirant. Ça met en avant des sites qui sont sympas visuellement, mais aussi qui prennent en compte pas mal de critères. Et en fait, moi, je m'en inspire beaucoup. Ça permet de savoir un petit peu les tendances, tout ça. C'est un peu le Pinterest de site internet. C'est un petit peu tout ce que j'ai utilisé pour cette présentation. Et du coup, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions, éventuellement. Oui. Après, moi, je trouve que c'est justement, une histoire de compromis, en fait, tout simplement parce que, alors, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Je sais qu'on en avait discuté avec Elodie, justement. Moi, c'est vrai que pour moi, l'accessibilité, parce que moi, c'est un peu plutôt la vision moi que j'ai, c'est plutôt sur l'accessibilité. Et c'est vrai que l'éco-conception, l'esthétique et en plus le facteur accessibilité, c'est vraiment un combo, un trio qui est un peu compliqué à sortir. Il faut juste voilà, un bon équilibre entre tout. On ne peut pas avoir 100% partout. Hein. Ça, c'est... Déjà, les sites qui ont un triple A, franchement, je pense qu'actuellement, il n'y en a pas. Ou alors, c'est vraiment, on peut les compter sur les mains. Double A, ça va être tout ce qui est service public. Actuellement, c'est dans la législation, ils sont obligés de se baser dessus. Donc, ils sont obligés d'y faire attention. Après, sur du A, c'est les règles de base, en fait, hein, donc d'accessibilité. Ça fonctionne normalement plutôt bien avec l'éco-conception. C'est quand on monte en critères où justement ça commence à être compliqué. Mais voilà, il faut juste faire des concessions, des compromis. Le site sera peut-être pas 100% comme on l'a imaginé à la base, mais l'identité de marque est là, en fait.
si on a ce côté, on veut mettre en avant l'éco-conception, c'est qu'on a une sensibilité particulière à ça, et ça fait partie de l'identité de la marque de mettre ça en avant, ça fait partie de la vision. Donc, à mon sens, effectivement, on peut être un petit peu déçu parce qu'on retourne à des sites qui ont peu, qui sont pas aussi créatifs qu'on l'aimerait, mais par contre, on est sur quelque chose qui a du sens.